Alors pourquoi je m'intéresse de plus en plus à l'alchimie? Eh bien c'est relativement simple. C'est ces dernières années, ces 3 dernières années principalement, j'ai rencontré des alchimistes, j'ai discuté avec eux, certains ont accepté d'être interviewés, beaucoup ont préféré le contact discret, et dont certains je ne connais même pas le nom ou le prénom. Ils m'ont énormément appris. Ils m'ont énormément appris. J'ai beaucoup appris auprès d'eux et je les remercie. Et je partagerai un certain nombre de choses qui m'ont éclairé. En 3 ans de rencontres, d'approfondissement, de retour sur les anciens textes, les classiques, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait chez moi, et sans doute chez beaucoup de personnes qui débutent, eh bien, une grande confusion. La confusion, elle vient non pas du fait que ça soit compliqué, l'alchimie. C'est pas compliqué, c'est hermétique. C'est pas compliqué. Mais il y a beaucoup de confusions qui viennent du fait que tous les siècles, ou tous les 2 siècles, on a parlé un petit peu autrement de l'alchimie. La grande confusion qu'il y avait dans ma vision, c'est la suivante. Et ce n'est pas forcément une confusion, mais je vais expliquer ce que j'entends. En gros, on pourrait dire, mais sans le réduire à ça, on pourrait catégoriser 2 types d'alchimie. Bien plus, bien sûr, mais pour le discours. Celle qui opère, c'est-à-dire on travaille la matière, et celle qui considère que les opérations qu'on voit dans la matière sont transposables comme des symboles, mais ce sont des transformations qui se passent dans la conscience. On appelle souvent cette dernière alchimie spirituelle, la première alchimie opérative. J'ai appris pendant ces années de contact, d'approfondissement, qu'on pouvait bien sûr l'appeler alchimie spirituelle, mais est-ce que ça l'était pour autant? Puisque c'est un vocabulaire. Donc je distingue aujourd'hui, et c'est cette distinction qui apporte de la clarté, et qui est de l'alchimie d'une certaine façon, mais pas de l'alchimie au sens du travail de la matière. C'est séparer les choses pour les purifier, et ensuite on les remet ensemble si on veut. Ce qu'on appelle alchimie spirituelle, eh bien c'est, je pense, une évolution de la conscience, un développement spirituel, un héritage de ce qu'on appelle en Occident l'alchimie chinoise, l'alchimie taoïste ou d'autres. Et ça parle de développement interne, développement mystique, développement de la conscience, de la psychologie. Dans mon vocabulaire, je n'appelle plus ça alchimie. Bien que ce qu'on constate, ou ce que les personnes qui font ce chemin constatent, c'est que les symboles de l'alchimie sont directement transposables. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la phase au noir, avec le retour au chaos, eh bien beaucoup de personnes qui sont sur un travail spirituel ou psychologique passent par cette phase. C'est-à-dire ils oublient, forcés ou contraints, ce qu'ils ont appris. Ils désapprennent et leur vision du monde rentre dans un chaos qui est source ensuite d'un recommencement. C'est-à-dire quelque chose de nouveau peut surgir. Alors est-ce que c'est entièrement nouveau et ça surgit du chaos, ou est-ce que ce sont les éléments anciens nouvellement structurés? Chacun sa voix. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, pour la plupart, pas tous, m'ont dit Jean-Claude, l'alchimie, c'est 2 choses. C'est la recherche de l'élixir de longue vie, ou la recherche de la pierre de transmutation, ou de la poudre de projection. C'est-à-dire transformer les métaux vils en or, avec la poudre de projection, qui est un des aspects de la pierre philosophale, ou trouver l'élixir de longue vie, qui guérit les maladies, qui est un autre aspect de la pierre philosophale. Et ça n'a rien à voir avec des changements de conscience, avec des pouvoirs, avec une spiritualité, etc. Une autre école, tout aussi valable, me dit Jean-Claude, la pierre philosophale, tu peux oublier, c'est des rêves pour endormir les enfants. Ça n'est qu'un symbole pour dire que la pierre philosophale, eh bien c'est toi. S'il y a quelque chose à transformer, c'est toi-même.
Et selon les personnes rencontrées, c'est ton cœur, c'est ta façon de penser, c'est ta façon de percevoir le monde, et certains même jusqu'à une transformation intérieure avec ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Et donc, je me suis retrouvé à me dire, et moi, qu'est-ce que c'est pour moi l'alchimie? Et je suis tombé dans un petit moment d'œuvre noire, de chaos. Et ce que j'en ai tiré, et je remercie toutes les personnes qui portent cette voix, parce que toutes sont sincères, et ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit d'être cohérent. Mais de ne pas oublier que c'est un langage. La réalité d'une transformation intérieure, d'une transformation de la conscience, du changement de regard est une réalité. Les mots qu'on met dessus, c'est autre chose. Les personnes qui travaillent dans l'opératif, ce qu'ils ont constaté, c'est une réalité. J'ai rencontré des alchimistes qui veulent être discrets, donc je les respecterai, qui ont atteint des résultats incroyables, de transformation de la matière, d'apparition de choses qu'on n'explique pas par la physique ou la chimie. Donc voilà, donc pourquoi je reste, et je vais encore plus loin dans l'alchimie, eh bien ça correspond à ma recherche, c'est-à-dire les mystères de la nature et les mystères de l'homme. Les mystères de l'homme étant sa façon de concevoir le monde, et surtout sa façon de le percevoir, et petit à petit de sa façon d'y participer. Et ensuite les mystères de la nature, eh bien comment se fait-il que cette nature existe au sens large, mais comment se fait-il qu'il y ait des métaux différents, qu'il y ait des végétaux avec certains aspects et autres. Et donc aujourd'hui je placerai l'alchimiste de la façon suivante. C'est une personne qui œuvre sur la matière et qui est en mesure de mettre cette matière dans les conditions telles que la nature fait son travail plus vite qu'elle ne le ferait normalement. Et ensuite on retrouve les deux écoles. Les uns qui diront l'alchimiste est capable, par le tour de main, par la compréhension des textes anciens, de savoir comment la matière très finement évolue autrement que les équations chimiques qu'on connaît. Et l'autre va dire non, la matière est le reflet de ta conscience, et si elle évolue, la matière en est le reflet. C'est ce que je pensais aussi. J'avoue, en trois années, ma pensée a changé sur ce point. Et puis pourquoi je parlais d'amalgame? Eh bien, j'ai posé la question très pertinente à un certain nombre d'alchimistes. Parce que c'est une question que j'avais sans réponse. J'ai dit, à partir de quand, lorsqu'on fait ces opérations de chimie du Moyen-Âge, à partir de quand c'est de l'alchimie? Parce que ça ressemble à de la chimie du Moyen-Âge. On fait de l'estérification, on fait des solutions d'acide sur des métaux, ça fume, ça se transforme, on fait cuire, ça fond. À partir de quand c'est de l'alchimie? Parce qu'extérieurement, c'est de la chimie. Alors il y a différentes écoles. La réponse qui a été pour moi la plus pertinente, c'est de l'alchimie, et tu comprendras l'école que c'est de l'alchimie si à la fin tu as la pierre philosophale. C'est-à-dire l'élixir de longue vie, d'où tu tires l'élixir de longue vie, ou d'où tu tires la poudre de projection pour transformer les métaux vils. Et l'autre a dit, ben non, c'est de l'alchimie dès le début parce que tu crées la transformation dans la matière et ça crée une transformation sur toi. Un autre m'a dit, jamais. Un autre m'a dit jamais, puisque je connais personne qui a la pierre philosophale, donc c'est pas alchimie. Et un autre m'a dit, c'est de l'alchimie dès le début. Alors, à partir de quand les opérations qui ressemblent à de la chimie sont de l'alchimie? Aujourd'hui, je dirais que je ne sais pas. Mais je serais tenté de dire, c'est de l'alchimie si à la fin, tu as la pierre philosophale. Et si à la fin, tu as la pierre philosophale, c'est que tu as commencé par le bon tour de main. Donc ça l'est dès le début. Alors on pourrait se poser la question, aujourd'hui, il y a d'autres types d'alchimistes, c'est les scientifiques.
qui travaillent avec les accélérateurs de particules et qui ont démontré depuis des années déjà qu'en bombardant un noyau d'un atome, on pouvait le faire muter et on transformait en atome. Et qu'on est aujourd'hui capable de fabriquer de l'or par des réactions thermonucléaires. Mais que ça coûte trop cher, etc. On serait tenté d'appeler ça des alchimistes. Je dirais non. C'est comme sorcier et apprenti sorcier. Pourquoi je dis non? Parce que les alchimistes, les anciens, les classiques, et une partie des modernes, actuels, eh bien, ils ont une vision du monde qui est une vision que j'appelle hermétique. Ce que les scientifiques n'ont absolument pas. Les scientifiques d'aujourd'hui n'ont pas une vision hermétique du monde. Peut-être ça va ressurgir, et ça ressurgit dans la physique quantique, ce n'est pas le débat ce soir, lorsqu'on commence à parler des côtés indifférenciés de la matière, du côté non temporel, du côté de l'apparition spontanée de phénomènes inattendus. Aujourd'hui, je pense que c'est encore observé avec un cerveau, une perception du monde qui n'est pas celle des anciens, les présocratiques ou les hermétistes. L'alchimiste, et quand on lit les traités d'alchimie, eh ben, il faut connaître ou il faut être branché hermétisme. Alors qu'est-ce que l'hermétisme? Je ne vais pas le réduire à ça, mais disons, il y a une caractéristique dans l'hermétisme, c'est que tout se reflète dans tout. Et ça va même plus loin, tout est dans tout. Et chaque particule ne manifeste qu'un aspect du tout, mais contient le tout. Il pourrait donc en manifester un autre. D'où l'idée, d'ailleurs, qu'un métal peut très bien manifester un aspect or, qui est encore dormant en lui. Et l'idée des alchimistes, c'est donc de faire mûrir les métaux en considérant qu'ils n'avaient pas encore mûri jusqu'au bout. Les scientifiques modernes n'ont pas cette vision du monde. Alors je ne sais pas si ça les empêche d'être alchimistes ou pas, mais je dirais que l'alchimiste apporte pas forcément quelque chose de plus que le scientifique. Le scientifique apporte quelque chose qui est en correspondance avec sa façon de voir le monde. L'alchimiste apporte quelque chose qui est en correspondance avec sa façon de participer au monde. Et la question se pose ensuite, parce que c'est la question qu'ont la plupart des alchimistes, et c'est celle qui est véhiculée actuellement, c'est est-ce que lorsque l'alchimiste travaille sur sa matière, que ce soit une voie végétale, une voie minérale, une voie métallique, une voie sèche, une voie chaude, est-ce qu'il se transforme au fur et à mesure que la matière se transforme? Et réciproquement. Je me suis rendu compte que je croyais ça. Je croyais ça. Et pourquoi je dis je croyais? Parce qu'en fait, je ne savais pas. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Est-ce que l'alchimiste se transforme? Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on œuvre, quelle que soit l'œuvre, une œuvre d'art ou une œuvre d'alchimie, eh bien, notre conscience, notre perception, notre expertise, notre tour de main évolue. Et évolue avec lui une conscience de ce qui est en train de se passer. Là, je témoigne pour moi, ce n'est pas une vérité, mais je l'ai entendu par ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille à une œuvre d'art, et l'alchimie c'est un art, eh bien, c'est comme si la nature nous transmettait par intuition des mystères, des intuitions. Et les mystères s'ouvrent petit à petit. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire pendant un mois, un an, soudain on a un déclic. Tout le monde connaît ça. On se couche le soir et le lendemain, clac, une intuition. Et on a un autre tour de main. On comprend autrement un ancien livre. On voit un symbole qu'on n'avait pas vu. Donc, indéniablement, lorsqu'on opère, la conscience change. Et lorsque la conscience change, la vision sur le monde change. La façon de travailler change. Est-ce que la conscience change l'individu? Pour ceux qui sont de l'école, l'alchimie, c'est te transformer toi-même. Eh bien, je le pense. Mais ça n'est pas de l'alchimie. Dans mon vocabulaire, c'est une évolution de la conscience ou un développement spirituel. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'alchimie, mais qui est un débat qui se pose chez les théologues. Je pense que c'est
un grand débat entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Dans le phénomène de l'Eucharistie, eh bien, il y a le débat, est-ce qu'il y a transmutation du pain en corps du Christ, ou est-ce qu'il y a transsubstantation, la substance se transforme, ou est-ce qu'il y a consubstantation? C'est-à-dire, on a le pain d'un côté qui se transforme en corps du Christ, pour reprendre les termes de l'Eucharistie, ou est-ce qu'on a le pain auquel se rajoute le corps du Christ? Et cette question que je ne m'étais jamais posée, mais qui m'est apparue pendant ces années, je me suis dit, c'est vrai. Et en fait, je ne connais rien, et ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas théologue, mais je me suis posé la question par rapport à l'alchimie. Et que ce soit l'alchimie au sens « je travaille la matière », ou que ce soit une évolution spirituelle qu'on exprime avec des termes d'alchimie. Est-ce que lorsque la matière se transforme, sa substance se transforme? Pour l'alchimiste, oui, puisqu'il transforme le plomb en or ou le mercure en or. Donc sa substance se transforme. C'est une transsubstantation. Pour d'autres, qui prétendent que ça n'est pas la matière qui se transforme, que ça c'est pour endormir les enfants, mais que c'est pour stimuler une évolution de la conscience, et que le reflet de cette évolution s'opère en toi, eh bien, il y a ajout d'une conscience nouvelle sur la conscience ancienne. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas de l'alchimie, hein, je vais fermer la parenthèse bientôt, c'est pas de l'alchimie, mais ça donne deux écoles très distinctes. Enfin, très distinctes, je résume, hein, il y en a plein d'autres. Mais dans un des effets de la voix, ça se transforme, ça veut dire que l'ancien meurt, ou disparaît. Et dans l'école, ça se rajoute, l'ancien ne meurt pas. Et ça, c'est drôlement intéressant. Parce que du coup j'ai compris, et c'était ma question, est-ce que l'alchimiste est un saint? Est-ce que l'alchimiste est un magicien? Est-ce que l'alchimiste est un sage? Est-ce que c'est un maître? Eh bien, si on travaille sur la matière et qu'on arrive à la pierre philosophale et à l'élixir de longue vie, l'alchimiste est un alchimiste. Il n'y a pas obligation, s'il a réussi à mettre les conditions ensemble pour que la nature accélère son processus et manifeste en sa présence avec ses tours de main une transformation de la matière telle qu'elle est décrite dans le livre d'alchimie, rien ne prouve que lui soit obligé de faire une évolution spirituelle. Et ce qui expliquerait d'ailleurs le secret. Parce que si effectivement on arrive à mettre ensemble les conditions de la fabrication de la pierre philosophale, n'importe qui pourrait le faire. Et donc secret. Si on est de l'autre école, elle dit la chose suivante, eh ben non. Tu te transformes avec la pierre et tu deviens saint et sage. Mais aujourd'hui, les alchimistes que j'ai rencontrés, ce ne sont pas des saints. Et pourtant, certains œuvrent et ont des résultats. Donc, ces années d'échanges, de rencontres m'ont apporté des choses que je n'imaginais même pas avant. Et encore une fois, je remercie chaque personne que j'ai rencontrée qui a accepté de se livrer ne serait-ce qu'une heure ou deux. Parce que toutes portent quelque chose d'exceptionnel et toutes ont ouvert soit un questionnement, soit une autre approche, soit une autre façon de voir. Alors, est-ce que ça répond à ce qu'on avait commencé? Est-ce que l'alchimie apporte quelque chose de plus que les scientifiques? Non, ça apporte autre chose. Ça apporte autre chose. Une autre distinction qu'on pourrait faire entre les scientifiques et l'alchimiste hermétique, sans les réduire à ça. L'un ayant un raisonnement type lumière, scientiste, positiviste, et l'autre une approche hermétique, c'est que l'alchimiste va essayer de comprendre la vie. Parce que pour l'alchimiste, tout vit. Les métaux ont une vie, la pierre a une vie, tout ça, ça naît dans les entrailles de la terre, c'est alimenté par les étoiles qui se projettent là-dedans. Tout ça, ça a une vie, et elle ne se développe que pendant des milliers d'années, des millions d'années. Donc l'alchimiste va essayer de comprendre la vie et va permettre à la nature
de faire quelque chose qu'elle ne ferait pas seule, ou alors avec extrêmement de temps. Pour l'alchimiste, les métaux finiront par se transformer en or, si la nature, sans accident, pouvait les faire évoluer jusqu'au bout. Pareil, la nature crée des êtres qui sont sains. Donc la nature donne la vie et donne la santé. Et donc l'alchimiste, lorsqu'il y a un accident, eh bien, va faire en sorte que ces mécanismes qui sont à l'œuvre dans la nature, eh bien, qu'il les comprenne, qu'il puisse les faire, ou à défaut, au moins, ou du moins, qu'il puisse faire en sorte, créer les conditions pour que ça se fasse. Donc l'alchimiste, il travaille avec la vie. Parce qu'il travaille avec la nature, et la nature qui donne la vie. Bien sûr, la nature donne aussi la mort, si on veut. Mais en fait, ça n'existe pas vraiment la mort dans une approche hermétique. Il n'y a que transformation continuelle. Donc la mort, pour un alchimiste, ça n'existe pas. Il y a transformation. On parle de mort parce qu'un état antérieur disparaît et un nouvel état apparaît. Les scientifiques aujourd'hui ont une approche différente, parce qu'ils coupent les choses. Ils vont couper la matière pour voir quelles sont leurs molécules, ils vont couper les molécules pour voir quels sont leurs atomes, ils vont couper les atomes pour voir quelles sont leurs particules, ils vont couper les particules pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière les quarks, etc. Et encore plus loin, et encore plus loin. Donc, il y a quelque chose qui est en fait, cette fois-ci, effectivement de mort. Non pas de mort dans l'absolu, puisque les particules continuent à vivre et à se manifester sous une autre forme, mais vraiment mort au sens qu'on on détruit la structure précédente pour espérer trouver une nouvelle structure. Et bien sûr, les scientifiques trouvent des choses, les matériaux composites, les molécules, les nanoparticules, etc., sont des choses qui sont apparues. Mais lorsqu'on regarde les effets autrefois de l'alchimiste, c'était principalement fabriquer des médicaments pour soigner. C'est-à-dire savoir extraire des plantes, savoir extraire de ce qu'il faut pour soigner, pour essayer de comprendre comment un caractère particulier d'une plante, comment la vitalité particulière d'une plante pouvait stimuler le médecin intérieur. Comment une plante qui n'est pas empoisonnée par le poison même qu'elle fournit peut être transformée pour devenir un médicament. Hein. Donc c'est l'approche de Paracels. Si on regarde un petit peu l'évolution de 200-300 ans de science basée sur l'approche scientifique, positiviste, etc., ben, il n'y a que mort. Il n'y a que mort. Il y a déforestation, il y a disparition des espèces, il y a armes à feu, il y a l'humain augmenté, la bombe atomique, des virus dans tous les sens. C'est quelque chose d'étonnant. Je ne le réduis pas à ça. Parce qu'on n'a jamais eu, par exemple, une chirurgie aussi efficace. Hein, donc lorsqu'on est malade aujourd'hui et qu'il faut enlever un organe, bah, je ferais plutôt confiance à un chirurgien d'aujourd'hui qu'à un barbier d'il y a 300 ans. Ensuite, pour les maladies qu'on ne guérit pas aujourd'hui, on ne perd rien à faire confiance à un alchimiste d'autrefois, au sens d'extraire des remèdes. Donc c'est délicat cette question, c'est délicat. Je pense, mais ça c'est une approche hermétique, l'hermétiste il va regarder comment fonctionne le monde aujourd'hui, extrêmement matérialiste. Extrêmement matérialiste, c'est-à-dire tout doit être prouvé. Et tout doit être palpable. Eh bien, sa philosophie, son économie, sa vision de l'alchimie va se réduire à ce qui est palpable. Donc on va fabriquer de l'or en bombardant des noyaux de métaux avec un accélérateur de particules. Mais on ne va plus chercher, et on cherchera de moins en moins à travailler sur le terrain, par exemple pour les médecins. Parler de médecine chinoise aujourd'hui, parler de médecine homéopathique, c'est du domaine, alors que ça marche très bien dans d'autres continents et à d'autres époques. Donc c'est plutôt la vision du monde qui va créer, transformer le monde en sorte qu'il corresponde à la vision. Donc l'alchimiste a une vision particulière qui est que lui fait partie du tout. Il considère qu'au début, les choses sont parfaites, au sens de l'hermétisme, c'est-à-dire sans accident, sans altération. Elles surgissent, et c'est ce qu'on retrouve dans la notion de materia prima, avant qu'elle ne se spécifie. Donc l'alchimiste, surtout maintenant, là, on est entre le bélier et le taureau,
Donc les alchimistes sont tous à l'œuvre, là, en train de récolter la rosée particulière qui fertilise la terre et qui donne une rosée particulière, et qui, selon d'autres, change également la conscience. Donc l'alchimiste fait partie de ça. Au début, les choses étaient pures et parfaites, et à la fin, elles le seront aussi. Au milieu, il se passe des différenciations. Il se passe ce qu'ils appellent des accidents. Ce n'est pas des accidents au sens qu'on entend, c'est des différenciations de ce qui était prévu. Une plante va développer une grosse fleur, une autre plante va développer une petite fleur, l'autre va développer des grandes feuilles. Et chaque fois, ce qui était présent au départ reste présent, mais s'exprime autrement. Par exemple, si tu prends les plantes médicinales de la famille des labiers, là, le thym, le romarin, la sauge, tout ça, il y a toute une famille de plantes qui ont une très grande vitalité. Pratiquement toutes ne font pas de fleurs. Pratiquement aucune ne fait de grandes fleurs. Pourtant, elles sont très odorantes. Donc elles ont transformé quelque chose qu'elles avaient au départ. Et quelqu'un qui a une maladie particulière, ben, l'alchimiste, il va dire, ben, écoute, enfin l'alchimiste ou l'herboriste, hein, autrefois, il saura repérer ça. Ce n'est pas tout à fait la signature, la théorie des signatures de Paracels, mais ça s'en approche. Je vais revenir sur ce point, et je t'avouerai que je ne suis pas forcément clair, mais je partage mes réflexions, et si ces réflexions et ces doutes et ce questionnement peuvent profiter à d'autres personnes qui sont sur ce chemin de l'alchimie et du questionnement, eh bien, j'avais dit tout à l'heure, et on peut le trouver, que de façon simplifiée, l'alchimiste considère que actuellement le monde est un mélange. C'est un mélange de choses qui ont quitté leur état dans lequel ils étaient parfaits ou en bonne santé. Et le travail de l'alchimiste, ça va être de séparer, de prendre cette matière, quelle qu'elle soit, et là je parle au sens également symbolique de l'alchimie, hein, mais de prendre la matière et puis de la séparer. Séparer le pur de l'impur, et ensuite, et même séparer selon les trois principes. Il va séparer le soufre d'une matière, le mercure d'une matière, le sel d'une matière. C'est une école qui est très connue depuis Paracels, c'est avant et après. Et une fois qu'il a séparé tout ça, et extrait ce qu'il ne veut pas, hein, eh bien, il va purifier chacune de ces principes. Il va purifier le principe mercure, il va purifier le principe sel, il va purifier le principe soufre. Et ensuite, il va les remettre ensemble, en les ayant écartés de ce qu'il appelle les impuretés. Et là aussi, il y a deux écoles, que je ne vais pas aborder, mais qui est extrêmement riche d'un point de vue intellectuel. Qu'est-ce qu'on fait des impuretés finales? Ce qu'on appelle les insolubles ou le caput mortuum, enfin l'absolu fin qu'on a écarté et qui fait que, ayant rassemblé les trois principes purifiés, on a quelque chose qu'on appelle un élixir ou une pierre. Là, il y a deux écoles. Parce que si, intellectuellement, on a la pierre philosophale capable de tout transformer, de tout guérir, on met les impuretés dedans et il n'y a pas de souci. Et d'autres disent, ben non, tu viens de les écarter, c'est pas pour les remettre. Donc deux écoles intellectuellement intéressantes, et je sais qu'il y a des alchimistes qui pratiquent sans les impuretés finales, les insolubles, et d'autres avec les insolubles. Et intellectuellement, c'est intéressant. Donc l'alchimiste sépare les choses et les remet ensemble. Pourquoi? L'alchimiste pense que chacun des trois principes, étant purifié, a retrouvé sa vigueur, sa pureté, sa force, sa puissance qu'il avait au départ. Et il les remet ensemble. Ça veut dire que l'aspect sel de la matière se souvient de l'information qu'elle a portée avant. L'aspect soufre se souvient du caractère particulier, de l'odeur, de la saveur, de sa lumière particulière qu'avait le matériau avant. Et le mercure se souvient de la vie telle qu'elle était avant d'être accidentée. Donc on remet les trois ensemble et on a un élixir. Et certains alchimistes, on peut lire ça du passé, faisaient cette opération de telle sorte que leur élixir contenait la mémoire de ce qu'ils avaient manifesté avant d'être séparés, purifiés, rassemblés. Certains écrits parlent d'un alchimiste polonais, je crois, qui avait tellement maîtrisé cet art de fabrication de ces élixirs qu'il les avait dans les flacons,
et que lorsqu'il prenait un flacon particulier d'une plante qu'il avait ainsi travaillée, transformée pour en faire un élixir, eh bien, il la remettait dans une condition particulière, et les 3 principes qu'il avait réunis, eh bien, finissaient par reprendre, sous une forme lumineuse, vaporeuse, etc., la plante. On voyait apparaître dans le vase la forme qu'avait la plante avant. Alors d'autres, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais ça illustre la notion que l'alchimiste met derrière l'élixir, au moins pour les parties végétales. C'est-à-dire il purifie tout, il le met ensemble. Donc l'alchimiste va faire quelque chose avec la nature que la nature ne serait pas capable de faire toute seule. Donc la nature se réjouit, pour autant qu'elle puisse se réjouir. Est-ce que on revient à la question quelque part de l'éthique de l'alchimiste, qu'on a oublié un petit peu. Est-ce qu'il suffirait de connaître la recette pour le faire? Je ne sais pas. Si tu prends les scientifiques, aujourd'hui on connaît au sens large la recette pour faire une bombe atomique. Enfin, tout le monde ne va pas la faire dans sa cuisine, mais on la connaît. Il y a des publications scientifiques qui sont faites, on n'est pas obligé d'être un saint, d'être impur pour fabriquer une bombe atomique. Est-ce qu'on est obligé d'être un saint et impur pour fabriquer de l'or ou pour faire l'élixir? Pas forcément. Pas forcément. Je sais que beaucoup de personnes disent que oui, parce que la nature ne se mettra pas dans les conditions si tu n'y corresponds pas. Et là, on est dans l'hermétisme. Là, on est dans l'hermétisme. Lorsqu'on va dans l'hermétisme, c'est un peu différent de la pensée de la philosophie de l'alchimiste. La philosophie de l'alchimiste repose sur l'hermétisme, et l'alchimiste, il veut résoudre les problèmes. Il y a quelqu'un de malade, je veux trouver le remède pour le guérir. Il y a un métal imparfait, un métal vil, je veux le transformer en or. Le monde n'est plus comme il aurait été dans son état original, je vais y participer. Et on comprend l'école qui dit, donc, il faut que je le fasse moi-même. Il faut que moi-même j'atteigne, ou que je me souvienne quel était l'état originel de l'être humain, et que je tende vers son état final, qu'il suppose parfait. L'hermétiste, lui, il n'a pas tout à fait cette vision. Il a cette vision que toutes les choses se projettent les unes dans les autres, et que finalement, c'est une grande harmonie. Les accidents, dans la vision hermétique, c'est plutôt une disharmonie. Quelque chose se met à dissonner. Et l'idée, c'est de le ramener à nouveau dans l'harmonie. Donc c'est différent, c'est différent. Parce que là, l'idée, c'est pas de parfaire les choses. L'idée, c'est de les rectifier, de les remettre dans la consonance, si tu veux. Et si on poussait un peu plus loin, on ne l'a pas abordé, le gnostique, c'est encore différent. Le gnostique, lui, il considère que toute cette matière n'a rien à voir avec la matière originelle. Donc c'est 3 états d'esprit très différents, qui ont des points communs, curieusement, qui ont des points communs. Si tu veux, on peut aborder cet aspect-là. Le gnostique, pour faire simple, lui, il considère que son être, à l'origine, il est dans le plérôme. Et ce plérôme, il est très très loin, au-delà d'un monde qui en est isolé. Il est enfermé dans un monde et le plérôme est ailleurs. Et lorsqu'il regarde le ciel, eh bien, il voit des petits trous et il voit la lumière du plérôme qui est derrière. Et s'il est bien disposé, par une soirée d'été, il peut très bien être très heureux sous un arbre, ou même pas sous un arbre, à côté d'un arbre, et regarder le ciel, et se souvenir que quelque chose en lui vient du plérôme, et y retournera. Et donc lui, il est catégorique, le gnostique, le vrai. Enfin, le vrai, il y en a des faux. Le gnostique, s'il est intègre dans sa posture et dans sa vision des choses, lui, il n'y a rien à améliorer dans ce monde. Il n'y a rien à améliorer, tout est relatif, et tout est de toute façon enfermé, et n'a rien à voir avec la lumière du plérôme. L'hermétiste, lui, il ne considère pas qu'il y ait 2 mondes. Il y a une harmonie dans le monde, et il y a une disharmonie. On peut tomber en disharmonie. Donc lui, l'hermétisme ne rejette pas le monde. Il en fait partie, et il va s'aligner avec ce monde. Il va essayer de vivre de plus en plus en liaison avec ce monde, avec tout ce qu'il y a derrière l'hermétisme. C'est-à-dire que tout est dans tout.
Hein. C'est-à-dire lorsqu'un hermétiste parle de Saturne, de la force de la pensée, de la force du plomb, de la force du temps, de la limite du temps, ou simplement lorsqu'il tend vers la magie, en faisant le symbole de Saturne, tout est là. Pour un magicien, dans la représentation du monde est hermétique, lorsqu'il trace le symbole de Saturne, toute la puissance de Saturne est là. Il n'y a pas de... et alors c'est intéressant d'un point de vue de l'éthique, parce que le gnostique aura quel type d'éthique? C'est-à-dire, rien de ce monde n'est à sauver. Il y a des choses qui sont agréables, d'autres qui sont désagréables, mais fondamentalement pour le gnostique, il vit un enfer. Et il n'attend qu'une chose, c'est que son âme retourne au plérôme. S'il veut avoir une posture correcte, s'il veut avoir une posture où il n'est pas trop dans le désespoir complet, eh bien, il cultive cette liaison avec le plérôme. Et il se dit, en moi, il y a quelque chose qui est de ce plérôme. Et il fait de plus en plus place à ça. Et sa posture, ça va être, je ne vais pas rentrer dans les débats d'opinion, dans les combats, etc. Un gnostique ne va pas se battre contre le mal, ne va pas se battre pour le bien. Il fait en sorte d'être relié le moins possible à ce monde. Et s'il le fait, quelque chose se développe en lui, et dans sa conscience, quelque chose se développe. Et le gnostique finit par avoir une conscience, une participation à quelque chose qu'un autre n'a pas. Puisqu'il pratique quelque chose. Et cette pratique lui ouvre la conscience, lui donne de l'expérience. L'hermétiste, lui, il ne va pas se dire mon monde est ailleurs. L'hermétiste, mon monde, il est ici. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas aligné. Donc il va essayer de s'aligner. Un hermétiste aujourd'hui, s'il regarde la planète, il est désespéré. On coupe les arbres, les espèces meurent, on donne de la chimie pour soigner. Autrefois, on cueillait les plantes dans leur milieu, et on savait que la plante contenait tout le milieu. C'est-à-dire elle était en équilibre avec son milieu. Elle poussait à côté d'une cascade, dans un truc tempéré, à côté d'autres petites fleurs. Et lorsqu'on cueillait cette fleur, on cueillait l'intégralité de la clairière et du temps. Et on en tirait un médicament qui était adapté pour les personnes qui vivaient là. Ensuite, ça a évolué. On a considéré qu'il y avait des éléments actifs dedans. On a commencé à les séparer. Ensuite, on a commencé à les générer, ces éléments actifs. Et on n'est plus du tout dans la même approche. Donc l'hermétiste, lorsqu'il regarde le monde aujourd'hui, il se dit, mais comment je vais pouvoir apporter de l'harmonie là-dedans? L'alchimiste, il a une approche hermétique dans sa façon de voir le monde, mais lui son souci, c'est pas que c'est une disharmonie, c'est qu'il y a un poison. Il y a quelque chose qui a mal tourné pour l'alchimiste. Il y a quelque chose qui a mal tourné et qu'il faut séparer de façon à ce que, une fois que la matière est distincte de ce qui la pollue, eh bien, on va la remettre dans son état initial. Et une fois dans son état initial, elle retrouve sa potentialité. Alors là, je me rends compte que je parle sans préciser si on travaille sur la matière, sur soi-même ou sur sa vision du monde. Parce que forcément, le cerveau, il ne crée pas des cases comme ça. Tous les neurones sont connectés et la vision change. Mais c'est ce que j'ai appris pendant ces 3 dernières années, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, c'est que le plus important, c'est d'être clair. J'ai eu ma phase gnostique, où je me disais, dans ce monde, c'est vrai que tout meurt. J'ai eu ma phase gnostique en me disant, la vérité est ailleurs, et je la cherche, et j'ai une posture comme ça. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans les débats. J'ai eu ma phase d'alchimiste, je tends vers une phase hermétiste, mais ce qui est important, c'est de connaître qu'est-ce qui vibre vraiment en nous. Et je me suis rendu compte que, eh bien, c'est l'alchimiste qui vibre en moi. C'est-à-dire, je vois des choses qui sont perturbées, et je préfère l'harmonie. Donc, travailler une matière, travailler une plante, et j'espère un jour avoir un four à fusion de façon à travailler les métaux, eh bien, de travailler vraiment avec un esprit alchimique, avec un esprit hermétiste de philosophie de l'alchimie, sur la matière, pour faire de l'alchimie. Parce que, dans mon approche, dans ma façon actuelle de voir le monde, de voir la matière, eh bien, il y a de la pollution partout. Il y a la pollution des pensées, il y a la pollution visuelle, il y a la pollution des médicaments, la pollution alimentaire, la pollution des sols, la pollution de l'eau.
partout il y a des poisons. L'alchimiste, il veut retirer ces poisons. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'attire. Et rejeter ça, aujourd'hui, ne correspond pas à ce qui m'attire. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est pas qu'être alchimiste, c'est mieux que d'être gnostique ou d'être hermétique, mais c'est d'être en accord avec soi-même. Et le fait de sentir qu'il y a besoin d'être en accord avec soi-même, c'est déjà la marque de l'hermétiste. Donc, je verrai. Est-ce que c'est alchimiste ou hermétiste? Les deux sont proches. La finalité n'est pas la même. Alors, je continue sur un petit aspect. Pareil, je vais faire une petite parenthèse. Parce qu'on parlait d'éthique au commencement de cet entretien. On parlait d'éthique. Dans l'éthique judéo-chrétienne, il y a la notion de bien et de mal et la notion de péché. Il y a des choses qu'on fait qui sont mal, qu'il faut soit réparer, soit on est puni, soit on le paye dans une autre vie, enfin c'est pas tout à fait judéo-chrétien, mais on finit. Eh bien, en réfléchissant à ces trois différentes approches, qui sont occidentales, hein, il y en a d'autres ailleurs, mais je prends ces trois. Le mal et le péché sont différents pour un gnostique, pour un alchimiste et pour un hermétiste. Et d'ailleurs, ils disparaissent. La notion de péché judéo-chrétien disparaît dans chacune de ces trois approches, dans ma vision. Qu'est-ce qui pourrait être mal pour un gnostique? C'est d'oublier qu'il vient du plérôme et de commencer à rentrer dans ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans ce monde? C'est commencer à résoudre des problèmes. Parce que résoudre des problèmes dans ce monde, ça serait l'entretenir. Donc, pour le gnostique, il n'y a pas de bien et de mal, tout ça c'est la même chose. Ça fait partie du monde qui est écarté du plérôme. La seule notion qui pourrait être dans le sens du mal, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, c'est d'avoir oublié qu'on fait partie du plérôme. Mais ça, tu ne peux pas punir. C'est de l'ignorance. Pour l'hermétiste, il n'y a pas de notion de mal. Au sens, il y a disharmonie. Donc, quelque chose se passe, le monde crée un tout, et finit, même si la disharmonie reste, le monde finit, il continue à tourner et finit par la résorber. L'image la plus simple, c'est la fontaine. Tu mets un poison dans une fontaine, c'est dommage, celui qui vient boire, il est empoisonné. Mais la fontaine, elle coule. Et l'eau sera claire. Donc, c'est différent. C'est des accidents qui arrivent. Des accidents qui font que tu n'es pas en harmonie, donc ça va être plus dur. C'est comme si tu es dans un orchestre et on joue une symphonie en la mineur, puis l'autre, il se met à siffler ainsi. Enfin ouais. Donc, c'est... Et pour l'alchimiste, lui, il s'agit de séparer les choses. L'alchimiste, il considère qu'il y a eu des accidents, on ne sait pas pourquoi. Le monde, il a commencé à être empoisonné, à être différencié, à ne pas être abouti. Eh bien, on va se mettre à l'œuvre. On va le nettoyer, le purifier, et puis accélérer, permettre à la nature de faire son œuvre. Ce qui est intéressant dans ces trois voies, d'un point de vue psychologique, c'est que chacune te pousse à réfléchir par toi-même. Et plus que ça, chacune te fait participer à quelque chose. Si tu as une posture gnostique, tu auras des prises de conscience qui sont différentes de quelqu'un qui a une posture d'humaniste ou autre. C'est pas mieux qu'autre chose. C'est une posture Celui qui a une posture d'alchimiste, il aura des prises de conscience différentes pour créer des médicaments, pour créer la poudre de transmutation. Quelqu'un qui a une posture d'hermétiste, il aura une autre posture. Celui qui est hermétiste, il ne va pas se prendre la tête parce qu'il faut absolument corriger quelque chose. Alors que l'alchimiste, lui, il va se dire, si, on ne va pas traîner ça pendant des années. Et le gnostique, il dit, ça ne sert à rien. Donc ce que j'ai appris, c'est d'être cohérent avec ça. Et là, je rejoindrai toute cette école qui dit, l'alchimie, c'est une transformation de toi-même. Mais j'appelle pas ça alchimie. J'appelle ça transformation de la conscience ou évolution spirituelle. Pour terminer sur cette parenthèse, je dirais que les trois sont initiatiques. Parce que les trois te font germer des choses et une vision particulière qui t'est propre.
Alors, on a parlé là de la possibilité que le chemin gnostique, le chemin hermétique et le chemin de la philosophie de l'alchimie soient des voies initiatiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par voie initiatique? C'est quelque chose commence en toi et qui vient que de toi. Ou de la nature pour l'hermétiste, ou de la recherche des compréhensions de la vie pour l'alchimiste, ou du plérôme pour le... Mais il y a quelque chose de direct, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, le gnostique, il n'y a pas une église intermédiaire avec des curés qui lui disent voilà ce que tu dois croire, voilà ce qui est la vérité, etc. Le gnostique, il est mort de rire quand il entend ça. L'alchimiste, il a étudié une centaine de bouquins ou un seul, mais de toute façon, il sait que si lui-même ne se met pas à l'ouvrage, et si lui-même ne trouve pas l'élixir ou la pierre, personne ne va lui enseigner, personne ne va lui dire. Et l'hermétiste, lui, il sait qu'il fait partie du tout et que le tout est en lui. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc ce sont trois façons, trois postures et trois visions du monde qui font que le gnostique, l'alchimiste et l'hermétiste sont libres et autonomes. Et une fois que tu es libre et autonome, ou que tu t'en rends compte que tu l'as toujours été, ou que c'est une nécessité, eh bien, tu fais quoi? Eh bien, tu commences une vie particulière. Si tu veux, tu n'es pas obligé, hein, mais si tu veux rester cohérent. Donc, à mon sens, ce sont des voies initiatiques. Mais qu'on n'est pas obligé de prendre. Mais ce sont des voies initiatiques. La voie initiatique gnostique, eh ben, c'est que ce qu'on appelle la lumière du plérôme, eh ben, tu fais comme ce dont témoignaient les gnostiques, tu la fais descendre dans ton âme, qui participe au plérôme, et petit à petit, cette lumière, elle prend de la place, de la place, de la place, de telle sorte à ce que, selon certaines écoles gnostiques, elle est tellement vivante que le corps mort de l'homme originel, dans le ciel, reprend vie. À défaut, quand ton corps retourne à la terre, ton âme est tellement vivante et remplie de cette lumière du plérôme qu'elle réintègre le corps immortel de l'homme qui est resté dans le plérôme. Et certaines autres gnoses disent tu peux déjà le faire ici. Mais bon, ce sont des variantes. Si ce n'est pas une voie spirituelle, ça, tu me diras ce qui est une voie spirituelle. L'hermétiste, il a une autre voie, il a une autre initiation. L'hermétiste, à un moment donné, il n'a pas d'intermédiaire parce qu'il sait que la nature œuvre en lui. Il est produit de la nature, il est vivant. Donc ça veut dire que les forces qui donnent la vie dans la nature sont actives en lui. Et donc il participe. Il participe à ça. Est-ce que c'est une voie initiatique? Oui, mais différente. J'avais dit tout à l'heure, c'est pas une vérité, mais c'est comme ça que je le présente, que l'hermétiste, il va regarder comment s'aligner avec cette vie qui est autour de lui. Et à terme, réintégrer cet immense mouvement. Réintégrer le tout, on dirait. Alors souvent, on dit réintégrer le tout. Mais en fait, en hermétisme, tout bouge sans arrêt. Donc comment l'hermétiste va participer au tout, même une fois que son corps s'est dissolu, enfin que son corps physique s'est dissolu. Donc c'est une voie initiatique, parce qu'il commence à se poser la question, qui suis-je? Et l'hermétiste, il dit, tu es le cosmos. Hein, Paracelse parlait du microcosmos. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le microcosme est le reflet du macrocosme. Non, c'est la même chose. Sauf que dans l'un, il est grand, dans l'autre, il est petit. Mais c'est pareil. Donc c'est une voie initiatique. Et une voie initiatique assez balèze. Autant le gnostique retourné dans le plérôme, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler le divin, autant l'hermétiste, il participe au tout. Le tout, on pourrait aussi l'appeler le divin si tu veux. Donc il coparticipe à la création. Si tu rentres dans le mouvement qui entretient la vie, tu es la vie toi-même. Hein, puisqu'on pousse le cheminement jusqu'au bout. L'alchimiste, quelle est la voie initiatique de l'alchimiste? L'alchimiste, il est quand même assez gonflé, parce qu'il va faire lui-même ou créer les conditions pour que ce que la nature n'arrive pas à faire tout seul, elle le fasse en sa présence ou grâce à son tour de main. Si c'est pas l'équivalent du démiurge ou du créateur ou du divin, on me dira ce que c'est.
Donc, j'aime pas le mot divin, mais disons, parce qu'il veut rien dire, mais on pourrait associer ces trois voies. Donc, trois voies, si on souhaite les suivre, qui sont initiatiques et qui ont un aboutissement spirituel. Que ça soit la fabrication de la pierre de transmutation ou de l'élixir de longue vie, ou que ce soit ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle avec la transformation de ton être, comme dans l'alchimie taoïste ou autre. Donc ce sont des voies initiatiques assez particulières, toutes, parce qu'il n'y a pas de corps intermédiaire. Il n'y a pas d'ecclésia. Il n'y a pas de communauté. Alors ce qui est intéressant, puisque chaque évolution de conscience, chaque réalisation, chaque posture demande un travail individuel, et lorsque ce travail est fait, il est intégré. Donc ce sont trois types de connaissances qui sont des connaissances participatives. Le gnostique, l'âme, la conscience du gnostique participe au plérôme. L'âme, la conscience de l'alchimiste participe au début et à la fin de la manifestation de la nature. La connaissance et la conscience de l'hermétisme, elles participent au tout et à l'harmonie de ce mouvement universel. Donc il n'y a pas de corps intermédiaire. Il n'y a pas de corps intermédiaire. Par contre, c'est ça que je voulais dire, comme c'est une connaissance par participation, ils savent reconnaître celui qui participe à la même chose. C'est-à-dire un gnostique reconnaît un gnostique, un alchimiste reconnaît un alchimiste, un hermétiste reconnaît un hermétiste. Et c'est vrai pour autre chose, hein, mais comment se limite à ces trois? Donc il y a une communauté de reconnaissance. Et dans la vie, ils se rencontrent. Hein, c'est le plus connu, enfin ceux dont on parle le plus, c'est les alchimistes. Les alchimistes voyagent à travers le monde, et puis soudain ils rencontrent un autre alchimiste qui va lui donner un bouquin, une recette, un dernier tour de main, lui apprendre quelque chose, et puis ils se quittent. Et... Donc c'est quelque chose de très intéressant, cet aspect. Alors c'est très gênant pour le commun des mortels, pour l'ordre établi, pour la vision qui sépare les choses, parce que c'est des personnes qu'on n'a pas sous contrôle. Pourquoi un gnostique, pourquoi un alchimiste, pourquoi un hermétiste irait donner crédit à ce que raconte un autre qui est en train de vivre autre chose? Il l'écoute et il trouve ça bien, mais ensuite il voit bien est-ce qu'il vit en harmonie. Mais il n'y a pas que ces trois, hein. On peut très bien avoir une âme de chevalier, une âme de templier, une âme de taoïste, une âme de jaïniste, d'hindouiste, de bouddhiste, ce que tu veux. Ce que j'ai compris là, dans ces dernières années, c'est être, mais ça c'est mon approche hermétique, être cohérent avec ce qui pulse au cœur de ton être. Et ce qui pulse au cœur de ton être, à mon sens, pulse au cœur de ton univers, qui fait partie d'un grand univers. Mais il ne pulse pas une vibration unique. Il pulse ce qu'on pourrait appeler quelque chose de non spécifié. En alchimie, on parle de la materia prima avant qu'elle se spécifie. C'est celle-là qu'il faut trouver, et ensuite, c'est elle qui va extraire des matériaux, ou, selon d'autres écoles, l'intégrer dans les matériaux, et c'est elle qui va ensuite se spécifier et donner ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut pour la fabrication de l'or ou pour le remède. Donc, c'est une vision qui est assez nouvelle pour moi, et qui peut donner le vertige. Alors on pourrait se poser la question, à quoi ressemble un initié? Initié gnostique, initié alchimique, initié hermétique, pour prendre ces trois exemples. On pourrait se poser la question. Je n'ai pas la réponse, mais je peux partager mes réflexions. Un initié gnostique, donc ça veut dire qu'il a intégré dans sa posture, dans sa conscience, dans sa vie, cette dimension du plérôme. Un initié gnostique, eh bien, ça peut être une personne qui, selon son tempérament, eh bien, dit non au monde. Et il dit carrément non au monde. Et il peut le faire de façon exubérante ou de façon discrète. Donc ça peut être quelqu'un qui va avoir des comportements complètement dérangés, se comporter comme un fou, de façon dionysiaque, de façon... ou ça peut être quelqu'un d'extrêmement discret qu'on ne verra pas. C'est pas ce qu'il fait et ses apparences qui vont changer son état d'être intérieur. Son état d'intérieur, c'est de toute façon
mon être véritable ne fait pas partie de ce monde. Quoi que je fasse. Donc selon le gars, bah, il va être délirant ou pas. Donc il n'y a pas un truc, l'initié, il va porter du 42, il sera sage, il ne dira pas de gros mots. Par contre, le gnostique, il va le reconnaître. Celui qui est gnostique va reconnaître celui qui est fou, c'est-à-dire perdu dans ce monde, qui a perdu tout repère, de celui qui fait le fou. Il va le reconnaître. Donc à quoi ressemble le gnostique, l'initié gnostique? Fondamentalement, il est détaché des apparences. Fondamentalement détaché des apparences. Alors ensuite, bien sûr, il s'adapte à la société. Parce que, alors selon son type, est-ce qu'il veut vivre ici parce que ça a du sens? Ou est-ce qu'il se dit, je quitte ici? Il y a eu des sectes gnostiques qui ne faisaient plus d'enfants, qui disaient, le mieux c'est de partir le plus vite possible. Il y a eu d'autres sectes gnostiques, d'ailleurs ça n'a pas vraiment de sens de parler de sectes gnostiques, mais qui disaient, non, parce que je suis là et ça permet à d'autres de se réveiller. Parce que la présence d'un initié dans le monde, d'un initié gnostique, c'est qu'il témoigne de ce qu'il est. Et donc un autre, qui serait dans une tendance gnostique, pourrait se dire, mais oui, je viens de percevoir quelqu'un qui vit du plérôme et de la lumière du plérôme. J'ai ça, je suis ça, je veux ça. Quoique pour le gnostique, ça n'a aucun intérêt. Mais il pourrait considérer ça, tu vois. Donc comment on le reconnaît? C'est à la transmission de ce qu'il est. Et c'est une lumière particulière qui va se transmettre et qui va être reconnue par celui qui l'a. C'est comme la question du début, à partir de quand c'est alchimique? Si à la fin c'est alchimique. Et c'est alchimique à la fin si au début ça l'est. Pour un initié hermétique, allez, poussons la réflexion. Et encore une fois, je dis, c'est pas une vérité et c'est pas non plus une conversation de comptoir. Je partage mes réflexions. À quoi pourrait ressembler un initié hermétique? Eh bien, pour prendre une image connue, un initié hermétique pourrait être très proche de l'ancien chaman. C'est-à-dire complètement connecté à la nature. Tellement connecté à la nature qu'il en a ce qu'on appelle des pouvoirs magiques. Il est connecté à la nature, il fait partie du mouvement. Donc là où il arrive, le monde se structure en rapport avec lui. Donc il est capable de changer les conditions, consciemment ou inconsciemment. Il n'est pas obligé de le faire. Si vraiment il est initié, il est conscient. Donc il peut, pareil, comme l'autre, l'exemple de tout à l'heure, l'initié hermétique, il peut arriver, c'est un grand magicien, il s'assied, et le monde commence à se structurer autour de lui pour être en accord avec l'harmonie qu'il porte et dont il témoigne. On disait ça autrefois de certains grands kabbalistes. Quand ils arrivaient dans les villes, il y avait des quartiers qui brûlaient, il y avait des catastrophes qui sortaient à gauche et à droite, on se disait qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne sais pas si ça fait partie de la légende ou pas, mais comme on est en train de pousser le raisonnement jusqu'au bout, eh bien au bout, le gnostique fait partie du mouvement. Il est capable, consciemment ou inconsciemment, de créer le mouvement, et ce mouvement, s'il est initié, sera en rapport avec ce qu'il est fondamentalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est une et unique chose. Le monde est complexe. Dans un orchestre philharmonique, il n'y a pas qu'un pipeau. Il y a des violons, des violoncelles, il y a des cuivres, il y a des cordes, il y a tout ce que tu veux. Chacun est différent, et pourtant ils jouent une belle chose, harmonieuse ensemble. L'initié hermétique, il sera comme ça. Et un autre aspect de l'initié hermétique, c'est le magicien, c'est le chaman. C'est-à-dire qu'il rentre vraiment en connexion avec toutes ces choses qui nous échappent, mais qui font que les choses se manifestent en harmonie. Et il reconnaîtra un autre. Un vrai hermétiste, un vrai magicien va reconnaître celui qui est prestigitateur ou qui joue au chaman New Age de celui qui est en harmonie. L'alchimiste, à quoi on va le reconnaître? L'alchimiste, à quoi on le reconnaît? L'alchimiste, on le reconnaît parce qu'il a la pierre philosophale. Et à quoi on reconnaît la pierre philosophale? Parce qu'elle est capable tu es capable d'en extraire le remède universel et la poudre de projection. Donc un alchimiste reconnaît un alchimiste, tu regardes sa pierre. Est-ce que c'est un verre d'antimoine? Est-ce que c'est un caillou, une pierre végétale? L'alchimiste, dans cette école, l'alchimiste, il a poussé le phénomène jusqu'au bout. C'est-à-dire que la nature donne la santé, eh bien il a fabriqué un élixir dans lequel la nature manifeste son pouvoir de santé. Il a fabriqué une poudre de projection dans laquelle la nature manifeste sa capacité à fabriquer de l'or.
Voilà de façon lapidaire, et pas forcément vrai, mais ce n'est pas des mensonges, c'est pas un mensonge non plus, ce que j'aurais dit à la question à quoi ressembleraient ces initiés. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, tu peux avoir des initiés, par exemple, il y a des choses, tu peux aussi, par exemple, parler, qu'est-ce que serait un initié, pour rester dans l'Occident, qu'est-ce que serait un initié Rose-Croix? Qu'est-ce qu'un initié franc-maçon? Qu'est-ce qu'un initié martiniste? Si on prend les grandes sociétés secrètes de ces 200-300 dernières années. Eh bien, l'important, c'est d'être en accord avec ce que représente la Rose-Croix, ce que représente le franc-maçon, ce que représente n'importe quelle autre société secrète. Qui ne sont pas des alchimistes, qui ne sont pas des gnostiques, qui ne sont pas des hermétistes, bien que ça se mélange. Hein? Souvent, on représente à quoi on reconnaît un Rose-Croix. Un Rose-Croix reconnaît un Rose-Croix. Le Rose-Croix, c'est quelqu'un, d'une certaine façon, qui se place à la limite des mondes, pour dire le chemin vers la vérité ou vers la sagesse est là. Il ne fait pas vraiment partie du monde, mais il est quand même encore dans ce monde. En général, qu'est-ce que pourrait être un franc-maçon? Quand tu lis la littérature maçonnique, eh bien, le franc-maçon, c'est l'exemple de l'homme qui commence à évoluer dans une éthique très élevée. Donc le franc-maçon est plus dans le monde qu'un Rose-Croix, par exemple. Le franc-maçon va être, je suis dans le monde, et je témoigne autour de moi d'une éthique, qui est l'éthique qui permet de vivre ensemble. Et puis tu prends n'importe quoi, un bouddhiste aura une autre approche. Un bouddhiste, il sera dans le monde, et un initié bouddhiste témoignera de ce qu'est le Bouddha. Un jaïniste, un hindouiste, d'autres choses. Sans vouloir me disperser, tout ceci pour dire l'important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas une vérité, c'est d'être cohérent avec ce qui pulse, ce qui vibre en toi à ce moment-là. Et je pense qu'il ne pulse pas toujours la même chose. À certains moments, on peut se dire, mais non, surtout actuellement, avec tout ce qui est empoisonné, il faut guérir cette société et ce monde malade. On a besoin d'alchimistes. Parce que les alchimistes, ils sont comme ça. C'est-à-dire, il faut guérir ce monde. Il faut le transformer, il faut lui redonner sa splendeur, etc. Et non pas vivre dans une immense décharge. À d'autres moments, le monde va bien, eh bien, il n'y a pas cette tendance alchimiste. Parfois, c'est tellement désespéré que c'est l'attitude gnostique qui ressort, qui dit il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ce monde, il n'y a rien à faire. Le mieux, c'est encore de se tirer. Et l'hermétiste qui disait, mais non, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que dirait l'hermétiste? L'hermétiste, vraiment, s'il est au bout, il dit, mais il n'y a pas de problème. Le monde, il est ce qu'il est. Le monde, il est ce qu'il est. Le problème, il vient d'où? De ta perception. Ta perception est dissonante. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Le monde n'est ni bien ni mal, il est ce qu'il est. Et toi, tu t'imagines autre chose. Mais comme tu t'imagines autre chose, tu crées une dissonance. Mais dans la réalité du monde hermétique, tout ce que tu imagines n'existe pas. Il n'existe pas de faute, il n'existe pas de péché, il n'existe pas de mal. Le monde est ce qu'il est. Et ensuite, il se transforme dans ta perception, qui est un rêve d'enfant. Donc, ce n'est pas du tout la même approche, tu vois. Et je pense qu'on peut, selon certains moments de ta vie, selon les circonstances de ta vie, eh bien, d'être stimulé par un autre aspect de cette réalité qui pulse dans l'âme. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi actuellement, mais depuis longtemps déjà, c'est ce qu'on pourrait appeler la nébuleuse New Age. La nébuleuse New Age, alors je ne veux pas être péjoratif, mais je l'appelle comme ça. La nébuleuse New Age, on peut se poser la question, est-ce que ces phénomènes sont apparus parce qu'il y avait une sorte de nébuleuse, et petit à petit, comme dans une galaxie, les choses commencent par s'attirer, et puis commencent à émerger des choses manifestées, comme des planètes ou des soleils. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est un immense magma de n'importe quoi? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que, pour ma part, j'ai constaté
qu'il y avait facilement des amalgames qu'on pouvait faire. Alors d'où venaient ces amalgames? Ben, soit parce qu'on s'intéresse à quelque chose où l'amalgame est déjà présent, on lit un texte qui est confus, on lit un texte d'alchimie qui est confus, on lit un texte sur la gnose qui est confus, sur les hérétiques qui est confus, on lit un truc sur le néo-chamanisme qui est confus, et puis tant qu'on ne pratique pas, tant qu'on ne se met pas à l'œuvre, je pense qu'on n'a pas la possibilité d'y voir clair. Ou alors il faut un esprit extrêmement clair, mais je pense que la pratique apporte quelque chose de plus que la simple réflexion. Quels sont les grands travers qu'on pourrait percevoir dans la gnose et dans l'hermétisme et chez l'alchimiste, par exemple, parce qu'on veut rester là-dedans? Le gnostique, il est assez radical dans son être. C'est-à-dire, mon être vient du pléro, mais je suis ici. Mais c'est dans l'être. Et il peut facilement y avoir un glissement dans la morale. Et quel est le reflet de la morale? Ben, c'est ce qu'on pourrait appeler le gnosticisme extrêmement dualiste. Et on commence à prouver que notre monde est d'ailleurs et qu'ici c'est mauvais. Et dès qu'on commence à prouver, tu mets en route un système de pensée et de représentation. Et donc tu pourrais, si tu fais pas gaffe, tu rentres dans un truc dogmatique. Et tu es plus gnostique pour un sou. Parce que quand tu es dogmatique, tu dis c'est ça la vérité. Et ça c'est faux. T'as rien de plus que n'importe qui te propose un système en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et tu es rentré complètement dans le monde. Quel est le travers qu'on pourrait voir chez les hermétistes? Eh bien, à force de vouloir participer à tout, et à tout, et à tout, bah, l'esprit se perd. Il se liquéfie complètement, et le mec, il ne sait plus, il perd tous ses repères. Donc une sorte de mysticisme assez bizarre, tu vois, pouvant même conduire à des états inquiétants. L'alchimiste, quel serait le travers de l'alchimiste? Ben, c'est de devenir un scientifique. L'alchimiste devient un scientifique au sens qu'il veut absolument fabriquer de l'or sans tenir compte des phénomènes, de la façon hermétique de voir le monde. Pour être alchimiste, il faut voir dans la matière l'intégralité du monde. Pourquoi de l'or sortirait du plomb pour un esprit scientifique? Aucune raison, sauf par bombardement dans un accélérateur de particules. Pour un alchimiste, c'est naturel que de l'or puisse sortir du plomb, puisqu'il en contient. Ensuite, il faut quand même l'opération. Donc il y a des travers comme ça. Et puis ensuite, il y a des travers moins graves. Il y a des travers moins graves, c'est que tu as des personnes en recherche. Par exemple, des personnes qui recherchent la gnose et qui rencontrent un enseignement gnostique, type marcionique, manichéen, valentinien ou autre septien. Eh bien, ces personnes se disent, moi je pense comme toi, je vis comme toi, et qui vivent ensemble dans une communauté où se rencontrent et essayent de partager parce que, entre eux, c'est moins dur que seuls dans le monde. Mais là, tu as compris ce qu'on fait, c'est une communauté religieuse. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'origine du groupe, ok, sont eux-mêmes dans une voie gnostique, mais ensuite peuvent venir s'accumuler d'autres qui leur demandent c'est quoi. Et déjà, ils deviennent un corps intermédiaire. Pour les hermétistes, le travers, bah, c'est de s'imaginer qu'ils peuvent tout guérir, comme ça, par la pensée. Ou ce délire américain par il suffit que tu veux, il suffit que tu veuilles et tu le peux. Le pouvoir de la pensée. Tout le monde dit, enfin, je ne sais pas si tout le monde y croit, mais il y a eu tout un engouement, le pouvoir de la pensée, ou le pouvoir de la volonté, ou le pouvoir de l'intention. Supposons même que ça marche. Pouvoir de la volonté, pouvoir de la pensée, pouvoir de l'intention. D'ailleurs, ça marche. Mais supposons que ça marche de façon contrôlée. La personne qui ne se connaît pas elle-même, elle ne sait pas quels sont les mécanismes derrière la volonté. Elle ne sait pas quels sont les mécanismes derrière l'intention. Donc même si ça marche, il va apparaître quelque chose qui est le reflet peut-être de leur volonté, de leur intention. Mais ils ne vont pas forcément le reconnaître. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne vas pas reconnaître ce que la magie de la nature va manifester autour de toi. Tu vas penser que c'est autre chose que toi. Alors que ça correspond à un aspect de toi. Et encore une fois, là je suis dans la pensée hermétique. Parce que je pense qu'on manifeste quelque chose qui est à notre image.
même si on ne comprend pas. Et j'ai conscience que c'est une vision hermétique du monde. Allons un petit peu plus loin. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la vie, à certains moments, on pourrait dire « tout ça, ça n'a aucun sens, je suis d'ailleurs gnostique ». Ou alors on pourrait dire « il faudrait que je m'y mette parce qu'on pourrait quand même nettoyer et arranger ça, et la vie serait plus facile ». Alchimiste, ou philosophie de l'alchimie. Quand je dis alchimiste, c'est philosophie de l'alchimie. Ou alors on pourrait être hermétique en disant « arrête, il n'y a pas de problème, c'est juste que tu t'imagines des trucs qui ne sont pas ». Si tu t'imagines des trucs qui ne sont pas, tu comprends que les choses qui ne sont pas n'ont pas d'effet. Donc tu t'alignes avec le monde, tu es ce que tu es, tu vis avec ce que tu as. Et les gnostiques, les septiens, avaient cette tripartition de l'être humain, avec l'aspect pneumatique de l'être humain, qui est dans le plérôme, l'aspect illique de l'être humain qui vit dans le monde, complètement aligné avec le monde, et l'aspect psychique qui cherche entre les deux. Mais curieusement, chacun de ces trois aspects correspond à agnostique, alchimiste et hermétiste. Quelqu'un qu'on appelait un pneumatique, qui vit complètement dans le monde de l'esprit, du plérôme, c'est ce que j'avais appelé un gnostique, qui dans son âme, eh bien, entretient, vit et s'abîme dans cette étincelle de plérôme. Un illique qu'on condamnait, mais qui n'a pas condamné, que des pseudo-églises gnostiques condamnaient. Un illique, c'est quelqu'un qui vit en équilibre avec sa nature et le monde. Où est le problème? D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est un hermétiste, puisqu'il vit simplement, sans se poser de questions ni de problèmes, avec ce monde et avec lui-même. L'alchimiste, au milieu, il se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Je veux quelque chose, je vis autre chose. Et lui, il va essayer de séparer les trucs. Et donc je pense, si on prend cette tripartition, pneuma, psyché, ilé, esprit, âme et corps, je pense que l'alchimiste, c'est quelqu'un qui travaille dans l'âme, avec l'âme de la nature, et ça a un reflet dans son âme. L'hermétiste, il travaille dans le monde. Dans le monde. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, pour remettre de l'harmonie. L'alchimiste, il va nettoyer. Le pneumatique, il vit dans l'esprit. C'est-à-dire, il dira, bon, quoi qu'il se passe, de toute façon, l'esprit et la lumière survivra. Quoi qu'il se passe. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que l'alchimie, qu'est-ce que la gnose, qu'est-ce que l'hermétisme m'ont apporté? Puis surtout, est-ce que c'est cohérent d'envisager les trois? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, ça m'a apporté de nombreuses rencontres. Et je remercie encore une fois toutes ces personnes que j'ai rencontrées, dont je n'ai pas pu témoigner de tout ce qu'elles m'ont donné concrètement. Ça m'a permis de rencontrer une personne dont le contact a induit ce besoin et cette nécessité de clarification. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent et de gnose, et d'hermétisme, et d'alchimie. Actuellement, il y en a une, c'est Madame Bonardel. Madame Bonardel est très claire. Son travail sur l'alchimie, son travail sur Jung, son travail sur Antonin Artaud et d'autres est très clair. J'ai pas le niveau ni les connaissances universitaires de Françoise Bonardel, mais d'une certaine façon, là où elle est, eh bien, elle réveille ce qui est en correspondance. Et tout comme les autres personnes que je ne citerai pas, je la remercie, elle, particulièrement, d'avoir poussé à cette nécessité de clarté dans les voies. La philosophie de l'alchimie n'est pas de l'alchimie. C'est-à-dire, il se passe des choses quand on pratique l'alchimie qui sont transposables comme des symboles, et on constate que dans la conscience, ou dans une évolution spirituelle, ou dans une évolution de conscience, les mêmes processus peuvent se passer. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté cette clarté, de ne plus faire l'amalgame des deux. Et il y a une alchimie opérative qu'il ne faut pas dénigrer, qui aujourd'hui est dénigrée parce qu'on voit le monde autrement. Mais il y a des alchimistes, et il y a des alchimistes que j'ai rencontrés, qui ont des résultats exceptionnels. Et il y a des personnes qui sont sur une voie spirituelle, qui ne touchent pas à de la matière,
qui sont sur une voie spirituelle, qui parlent le langage spirituel de l'alchimie, qui parlent de l'Andorra, de l'œuvre noire, de l'œuvre rouge, etc., et qui vivent ça intérieurement. Personnellement, je déplore qu'ils utilisent le langage de l'alchimie, mais comment parler de quelque chose pour lequel on n'a pas de mots? Donc on utilise le langage de l'alchimie. Simplement, je fais attention aujourd'hui, ça n'est pas de l'alchimie. On peut l'appeler comme ça, mais il faut être clair qu'on l'appelle comme ça. Qu'est-ce que m'a apporté la gnose? J'ai eu dans ma vie une longue période de gnose. Ça m'a apporté une exigence. C'est-à-dire une posture qui a développé la nécessité d'être clair. Et notamment sur un piège qui est que ce monde s'auto-entretient. Ce monde s'auto-entretient et si on ne fait pas attention, il n'y a pas forcément du neuf qui apparaît dans ce monde ni dans la vie. L'idée de sortir de ce monde, ce n'est pas forcément de le fuir, c'est d'y faire germer quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, tu vois que c'est un hermétiste qui parle de gnose. Alors, il existe une gnose hermétique. Il existe une gnose hermétique parce que dans certains traités de l'hermétisme, mais c'est délicat. Il y a peu de personnes qui sont claires avec la gnose hermétique. Françoise Bonnardel, naturellement, est claire, elle a écrit là-dessus, il y en a d'autres aussi. C'est ce fameux passage du 4e livre sur le cratère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est plongé dans le cratère et on est nettoyé. Je pense que c'est plus proche de l'alchimie. Et encore une fois, l'alchimie, je l'ai dit tout à l'heure, je la vois entre la pensée gnostique, qui parle de la pureté, pour certains qui vient d'ailleurs, et la partie hermétique. C'est-à-dire que tout à la fin est harmonieux et en bonne santé. Donc l'alchimiste, il oscille entre les deux. Et ça explique pourquoi j'ai rencontré des alchimistes qui ont une vision gnostique. Que les alchimistes qui ont une vision purement hermétique et non pas gnostique ont du mal à comprendre, et réciproquement. Ce que m'a apporté cette voie, et peut-être on pourrait terminer cette partie de l'interview là-dessus, c'est que l'évidence, la nécessité de penser par soi-même, d'œuvrer par soi-même, de ne pas écarter les choses inattendues dans la vie. Pour moi, les choses inattendues dans la vie, elles viennent parce que ton regard s'est ouvert. Il y a tout dans le monde, mais tu ne vois pas tout. Et quand tu commences à voir des choses, eh bien c'est que les choses sont en train de bouger. Donc ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté de la clarté, ça m'a calmé. Je me rends compte que dans des vidéos précédentes, j'ai raconté des choses que je ne raconterai plus aujourd'hui, qui étaient vraies, qui le sont encore, mais qui méritent d'être passées dans le processus de séparer, purifier, rassembler. Donc c'est une belle voie. J'encourage les personnes qui sont sur une voie alchimique, opérative ou spéculative de poursuivre. J'encourage les gnostiques d'oser avoir cette liaison directe avec le plérôme sans intermédiaire. Et j'encourage les hermétistes à faire attention à ne pas tomber dans les délires New Age pour vraiment oser cette participation au tout. Pour l'hermétiste, je pense même pour l'hermétiste qu'il est le cerveau de l'univers. L'univers se pose des questions et ces questions se projettent dans l'hermétiste qui les perçoit comme une intuition. Donc l'hermétiste et l'univers forment un couple qui ensemble manifeste le tout. De la même façon que le gnostique et le plérôme forment un couple qui manifeste la lumière du plérôme, et de la même façon la nature et l'alchimiste forment un couple qui aboutissent et qui font aboutir les choses à leur perfection.